Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc et les Marocains célèbrent aujourd'hui le 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Une page des plus cruciales dans l'histoire du royaume, une page qui marqua un sursaut de nationalisme de la population marocaine suite à l'exil de son monarque, feu Sa Majesté Mohamed V par l'occupant français. Une page à marquer d'une pierre blanche, autant elle symbolise la résistance, la défense de la patrie grâce aux liens millénaires puissants entre les Marocains et leurs souverains. Aujourd'hui, et comme le veut la tradition, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est adressé à la nation dans un discours franc, audacieux et fédérateur. Ce soir, nous consacrons ce programme spécial pour analyser les messages importants et percutants contenus dans le discours royal prononcé donc à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, et ce, en compagnie de mes invités ce soir, les personnes de Driss Issaoui, analyste politique et économique, Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca, et Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information quid.ma. Bonsoir messieurs, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Alors, je vais peut-être, avant d'attaquer les messages contenus donc dans ce discours, comme je le disais, franc, audacieux, ciblé et fédérateur, il faut le dire, quel est votre ressenti, messieurs, après avoir suivi ce discours prononcé par le souverain ce soir? Je commencerai avec vous, Naïm Kamal. Je crois que vous l'avez dit, Khadija, dans votre présentation, c'est un discours percutant. Percutant dans ce sens où il a été un discours de la clarification, de la mise au point et de la réponse à toute une série de questions qui interpellent depuis quelques mois les observateurs et plus généralement tous les Marocains. Donc aujourd'hui, le souverain a eu à réaffirmer avec clarté, avec précision, avec concision les positions du Maroc, sa volonté de persister dans ses partenariats classiques, mais en même temps en les rénovant. Très bien. Driss Issaoui, peut-être une réaction aussi par rapport à ce discours ce soir. Très sincèrement, j'étais véritablement agréablement surpris par la tonalité de ce discours, parce que tout le monde, moi-même, ou tout le monde, tous les gens que je connais, s'attendaient à une réaction aussi forte que celle dont on a été servi ce soir. Le roi Mohamed VI a été direct, a été clair, a été percutant, et il s'est beaucoup comporté en grand chef d'État. Et il ne s'est pas comporté en simple sous-fifre qui exécute une politique ou une autre. C'est véritablement, et de toutes les manières, la révolution du roi et du peuple, il y a une symbolique, une grande symbolique. C'est celle justement de se préserver, de se défendre et de défendre l'intégrité de ce pays. Très bien. Dernière réaction, Abdelatif Komat, par rapport à ce discours de manière globale, avant qu'on entre dans le vif du sujet. En fait, Sa Majesté a passé un message très fort, que le Maroc est une démocratie authentique, enracinée dans le temps, qui est certainement ouverte sur son environnement extérieur. Elle respecte bien sûr ses partenaires, mais en fait, il demande à être respecté en prenant en considération sa spécificité historique, culturelle et également sa volonté de travailler avec ses partenaires sur la base du respect, je dirais, sur l'équité et sur le respect mutuel. Absolument. Il y a une révolution, comme le disait le souverain ce soir, qui continue. En fait, on célèbre aujourd'hui, bien sûr, la révolution du roi et du peuple. Et parmi les premiers points qui ont été discutés dans ce discours, qui ont été prononcés dans ce discours du souverain, il y a cette question du scrutin électoral. Le 8 septembre prochain, les Marocains sont appelés aux urnes. Et donc, je vous propose dans ce sens d'écouter ce premier extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de ce 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. إن تقليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء
La commémoration de la révolution du roi et du peuple est une occasion privilégiée pour que notre nation se remémore avec exaltation les valeurs de sacrifice et de loyauté qui lui permirent de renouer avec la liberté et l'indépendance. Plus qu'un événement historique figé dans le temps, cette révolution, toujours en constante régénérescence, ne cesse d'inspirer à des générations de citoyens l'amour authentique de la patrie et, par corollaire naturel, l'ardeur à défendre le pays, ses institutions, ses symboles sacrés. Cette célébration, qui advient à quelques jours des prochaines élections, coïncide avec le lancement d'une nouvelle génération de réformes et de projets prévus dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement et du pacte national pour le développement. Par la tenue simultanée des scrutins législatifs, régionaux et locaux, l'échéance attendue atteste l'enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirme le niveau de maturité du système politique marocain. Cher peuple, les élections, loin d'être une fin en soi, constituent un levier pour la mise en place d'institutions crédibles dont la vocation est de servir l'intérêt général, de plaider les causes nationales. De fait, notre conviction est que l'État tire sa force de ses institutions, de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous prévalons pour défendre notre pays face à l'adversité, aux crises, aux menaces. Cet esprit de corps est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles, outre une histoire amazigh au long cours, et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité. C'est bien particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde. Néanmoins, la bonne réputation du Maroc, sa place indiscutable dans le concert des nations, ainsi que son réseau relationnel large et dense, en font un pays digne de confiance et lui confèrent une solide crédibilité aux échelles régionales et internationales. وبشبكة علاقات واسعة وقوية ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي. On s'arrêterait peut-être tout d'abord, après avoir écouté cet extrait, sur ce volet électoral, sur ces élections que le Maroc s'apprête à vivre dans quelques semaines. Driss Aissaoui, on parle d'un État fort grâce à ses institutions et surtout cette première dans l'histoire du Maroc. Toutes les élections sont tenues le même jour. Mais écoutez, de toutes les manières, ça fait partie de la maturité du système politique marocain. Nous avons aujourd'hui 3 types d'élections qui vont se dérouler le même jour, locales, disons, parlementaires et législatives qui vont se dérouler le même jour. C'est une chose extraordinaire parce que ce sont des institutions qui sont liées. Mais le plus important dans cette partie du discours, c'est que le roi Mohamed VI a rappelé que le Maroc est un pays qui est enraciné dans l'histoire. Il a plus de 12 siècles d'existence en tant qu'État. Et aussi, c'est un pays qui est gouverné par la même monarchie citoyenne qui respecte ses engagements depuis 4 siècles. Ce sont des éléments qui n'ont pas disons, il n'y a pas d'exemple ailleurs pour pouvoir comparer. On ne peut pas parler de ce pays sauf dans des termes de respect, des termes de considération et surtout de valorisation de ce qu'il est aujourd'hui. Et de toutes les manières, les pays amis du Maroc qui sont restés fidèles à cette relation ont toujours privilégié justement cette image de ce pays stable. Et c'est ce que le roi Mohamed VI a démontré, il l'a dit, mais c'est démontré à travers l'histoire que le Maroc est un pays stable. Et la stabilité, c'est une valeur sûre qui permet au Maroc de se développer, d'avancer dans son investissement, dans sa croissance et surtout d'attirer de la sympathie et de la confiance de la part des partenaires étrangers. Donc tout cela
si on le réunit, on trouve un pays qui n'a pas de concurrent dans cette position, dans cette posture de stabilité que celle dont il bénéficie aujourd'hui. Oui, et une monarchie citoyenne, je m'arrête sur ce concept, n'est-ce pas, une monarchie citoyenne, est-ce qu'on peut dire que c'est les attentes de la nation, des citoyens, de ces élections, Naïm Kamal, et comme l'a rappelé le souverain, ces élections sont loin d'être une fin en soi, donc finalement ce sont les mêmes attentes, soit celles du souverain ou celles du citoyen. Ben écoutez, ce concept de monarchie citoyenne n'est pas nouveau. Dès l'avènement du roi Mohamed VI et son intronisation, il en avait fait un credo et même la doxa de son règne. Une monarchie citoyenne, c'est ce qu'il a toujours démontré par une forme de proximité avec la population avant la pandémie, avant que la pandémie malheureusement n'interdise les contacts. C'était un roi qui était tout le temps au contact, j'ose dire comme ça, de la rue, des petites gens, des nécessiteux. Et il l'a été, il faut le rappeler, bien avant, quand il était prince héritier et qu'il avait lancé cette campagne de solidarité avec les démunis. C'est à lui qu'on la doit. Cette monarchie citoyenne qui a été ainsi déclinée et développée tout au long de ces 20 dernières années s'est particulièrement manifestée de manière très forte pendant la pandémie. On a vu un chef d'État réactif, proactif, qui anticipe les événements et qui a permis au Maroc, d'une part, de ne pas être submergé par, alors que nous connaissons l'état de ces structures sanitaires, de ne pas être submergé par l'épidémie et que son système de santé ne s'effondre pas. Donc ça a été un grand succès, d'abord par le confinement, par l'apport social à ce confinement qui a été énorme, par toutes les mesures qui ont été prises et ce dont on n'a pas besoin qu'on n'a pas besoin de rappeler aujourd'hui toutes. On a vu également anticiper très tôt, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui au plan vaccination, le Maroc, notamment au niveau continental et régional, se place pratiquement au même titre que les puissances européennes. Je n'irai pas jusqu'à comparer le Maroc à la capacité et à la force de frappe vaccinale des États-Unis d'Amérique ou de la Chine, mais tout de même, on n'est pas, malgré les difficultés, malgré la concurrence sur le marché, on n'est pas très loin. Donc cette monarchie citoyenne n'est pas un vain mot, n'est pas une rhétorique, n'est pas un slogan, c'est une pratique à laquelle nous avons assisté depuis le début et on a même vu certaines parfois glousser sur le roi quand il inaugurait un puits dans un village. Or, cette monarchie citoyenne, c'était justement cette façon d'être proche des préoccupations des petites gens, de leurs problèmes, des handicapés, des gens nécessiteux, et ça s'est poursuivi de façon constante. Très bien. Et le souverain a rappelé de ses voeux aussi, a appelé de ses voeux, en tout cas, la défense de la patrie pendant les périodes de crise. Et aussi, Abdelatif Komad, je m'adresse à vous par cette question, et notamment sur ces attaques qui visent le Maroc ces derniers temps, et notamment à travers des pays avec lesquels le Maroc a établi une relation de confiance depuis plusieurs années, voire décennies, et qui finalement ont trahi cette confiance avec le Maroc. Alors ma question justement, elle est par rapport à la défense des intérêts du pays, et surtout cette notion de confiance qui est revenue plusieurs fois dans ce discours adressé ce soir par le souverain. Alors, le souverain, en fait, lorsqu'il a évoqué la question des élections, il a demandé à ce que ces élections, en fait, aboutissent à la création de structures
solide, notamment autour de l'État, pour appuyer les défis internes et externes. Il faut dire une chose, c'est que jusqu'à présent, en fait, le souci de Sa Majesté a été essentiellement de construire un modèle de développement, un Maroc développé sur la dimension économique et sociale. Et bien évidemment, il y a eu plusieurs élans, plusieurs avancées. Et en fait, aujourd'hui, on a vécu ces derniers temps les différentes réformes structurelles, le fonds d'investissement, le nouveau modèle de développement, etc. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que cet élan, cette émergence, il faut dire que c'est une émergence parce qu'aujourd'hui le Maroc, il est un pays qui est pratiquement en train de dépasser l'étape de la pré-émergence pour entrer dans l'émergence. La pré-émergence, c'est toute la structure, la superstructure institutionnelle et économique qui permet à un pays de devenir un pays émergent. Le Maroc est pratiquement aujourd'hui, il est à la porte de l'émergence. Alors cela a créé, bien évidemment, une situation, comme l'ont dit mes amis, en fait le Maroc aujourd'hui se positionne comme une force régionale qui peut-être crée une certaine appréhension, une certaine peur des intérêts classiques, traditionnels de certaines puissances économiques, notamment régionales, européennes, parce que le Maroc s'impose comme aujourd'hui un interlocuteur de grande taille au niveau de l'Afrique. On sait qu'il est le premier investisseur dans un certain nombre de pays, qu'il est revenu en force au niveau de l'Union africaine, qu'il est attendu qu'il soit un des moteurs de la zone de libre-échange économique africaine, qu'il est pratiquement le pays parmi les pays qui construisent, je dirais, l'intégration économique. Et ça, ce sont des rapports de la Banque africaine, de la Commission économique et financière de la Banque mondiale qui l'ont dénoté que le Maroc est le 4e pays en termes d'intégration économique de l'Afrique. Donc ce sont des réalités qui aujourd'hui repositionnent le Maroc sur le plan géostratégique, notamment les relations avec la Chine, les relations avec les États-Unis. Et cela, forcément, va créer une certaine appréhension et va créer des positions, je dirais, qui vont à l'encontre un peu de cet élan que connaît le Maroc. Et c'est pour cela que Sa Majesté, en fait, dans ce discours, il a tiré l'attention essentiellement sur notre environnement extérieur, sur les défis et sur les menaces aujourd'hui qui nous entourent. Bien évidemment, avec la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté, les choses sont en train d'être rétablies avec nos partenaires les plus importants. Il a évoqué le cas de l'Espagne, parce qu'il faut le dire, l'Espagne aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial qui a même devancé la France ces dernières années, pratiquement 33% des exportations marocaines vers l'Union. Très bien. Très bien. C'est pour dire que ce sont des menaces, mais qui sont fondées, et bien évidemment, il va falloir qu'on se soude, et c'est un des défis. Nous reviendrons sur cela, mais je veux vraiment qu'on s'arrête sur ces points qui ont constitué quand même une grande part de ce discours ce soir. Et vous avez parlé bien sûr d'un pays libre, fort, influent, comme l'a cité le souverain tout à l'heure, et puis un pays qui jouit d'une stabilité, qui est aujourd'hui une denrée rare, surtout en période de soubresaut et d'instabilité mondiale. Naïm Kamal, clairement, ces attaques que subit le Maroc, elles sont diverses et notamment elles vise parfois même le système qui fait que ce pays est stable et en paix, à savoir l'appareil sécuritaire marocain qui fait l'objet de dénigrement et aussi, surtout, d'une campagne fallacieuse à son encontre sur l'échelle internationale et notamment à travers, on peut le dire, à travers cette affaire Pegasus. Et aujourd'hui, clairement, le souverain fait comme une déclaration à l'encontre de ces détracteurs-là et surtout sur ce point particulier, ce volet particulier qui est le volet sécuritaire. Écoutez, j'aimerais, avant de répondre à votre question, rappeler et faire une précision. Tout cela, le roi aurait pu le dire dans le discours du trône. Il a attendu le discours du 20 août, la révolution du roi et du peuple. C'est précisément pour passer un message très clair. Et il l'a formulé en disant que face aux attaques, celles dont vous venez de parler, le Maroc a su faire preuve d'un esprit de corps et que dans sa cohésion, il a fait face à toutes ces agressions, parce que c'est le terme.
qu'elle soit de nature à discréditer ce que vous avez dit, l'appareil sécuritaire marocain, et d'esquisser l'image d'un Maroc qui atteint aux libertés et aux droits des citoyens, qui espionne, qui écoute tout le monde, bien même au-delà, écoute des chefs d'État étrangers. Donc c'était une façon d'essayer de faire perdre aux Marocains leur confiance en eux-mêmes et de les déstabiliser. En même temps, on cherche à affaiblir, mais ça, peut-être qu'il faudrait un jour une émission spéciale pour ça, à fragiliser un système sécuritaire qui a fait montre d'une efficacité redoutable, de l'aveu même de tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que par 2 fois l'Espagne avait décoré le patron de la DGSN, DGST, Abdelatif Hammouchi, que la France l'a également fait chevalier de la Légion, ou en tout cas lui a attribué la Légion d'honneur. Et c'est ce système qui prétend rivaliser avec les systèmes sécuritaires les plus sophistiqués et les plus performants, commençait à déranger. Mais le roi a inscrit cette réplique dans une perspective un peu plus large en disant que ce qui est en jeu, c'est les changements qui s'opèrent au niveau international et qu'il y a des règles qui ont changé et que certaines puissances partenaires classiques qui devraient être du côté du Maroc ont été perturbés par ce changement de règles et ils ne veulent pas s'y faire. Et je cite, il a notamment fait référence à un document, je vais vous dire la phrase, c'est en disant bien plutôt que d'appuyer les efforts du Maroc, il parle de ses puissances, dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, c'est-à-dire les pays du Maghreb, des rapports ont franchi toutes les limites de l'acceptable, allant jusqu'à recommander que soit freinée, tenez-vous bien, la dynamique de développement de notre pays au motif captieux. Le motif captieux, je viens de l'apprendre, captieux c'est un nouveau terme pour moi, ça veut dire c'est quelqu'un qui présente quelque chose sous des formes de vérité pour faire passer une falsification ou un tort. Donc, un motif captieux qu'il crée une dissymétrie, le développement du Maroc, qui créerait une dissymétrie entre les États maghrébins. C'est-à-dire, il fait référence à cette note allemande qui a été révélée par un site français, mais ou également par un site allemand, où, curieusement, on est en train de demander noir sur blanc, à l'Union européenne d'œuvrer de concert pour stopper le développement d'un pays. Et parallèlement, on va nous faire, à côté de cela, des discours sur les valeurs, l'humanité, l'humanisme, la liberté, les droits, alors que le droit fondamental, élémentaire d'un pays est d'abord de se développer. Et au lieu, si ces puissances étaient sincères dans leur humanisme et dans leurs valeurs, c'était non pas de dire il faut freiner le développement du Maroc, mais de dire il faut aider les autres pays à rattraper le Maroc et pousser encore un peu plus le Maroc. L'intérêt bien compris de ces puissances aurait été bien d'avoir dans la rive sud de la Méditerranée occidentale 3 ou 4 pays stables, prospères, qui puissent d'abord constituer des marchés, des États avec qui on peut commercer, et aussi des pays qui ne seraient pas exportateurs d'immigration clandestine. Contrairement au discours de façade, c'est l'inverse qui se produit, c'est tout l'esprit colonial du XVIIIe, du XIXe siècle, de la première oui, partie Naïm Kamal. du XIXe Et d'ailleurs, le siècle. souverain l'a rappelé, ils ne veulent pas admettre, je le cite, que les règles du jeu ont changé. Driss Issaoui, est-ce que vous pensez, dont le rapport que vient d'évoquer Naïm Kamal, aurait l'intention, et pour reprendre encore une fois les termes du souverain dans son discours prononcé ce soir, son intention aurait été de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays, toutes sortes de ressources légitimes et illégitimes
ont été mobilisés avec une distribution des rôles et le déploiement d'impressionnants dispositifs d'influence. Fin de citation. Donc est-ce que c'est ça finalement l'intention de ce genre de rapport qui a été publié il y a quelques mois? Écoutez, ce que le roi a expliqué dans ce discours, c'est que nous sommes un pays qui est aujourd'hui ciblé par des agressions totalement, disons, tout à fait directes et franches pour porter atteinte à sa réputation, à sa crédibilité, mais aussi de freiner sa capacité, son dynamisme à vouloir se positionner comme il l'est aujourd'hui. Et il a dit que de toutes les manières, beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas que le Maroc qui est resté, disons, figé dans sa situation. Il y a beaucoup de choses. Le Maroc a changé, les autres pays ont changé. Tous les pays qui sont là et qui sont voisins du Maroc ont beaucoup changé. Alors pourquoi, disons, éviter ou essayer de faire éviter au Maroc ce tournant important? Et c'est comme tout à l'heure, il le disait, nous sommes aujourd'hui à la veille d'un changement de positionnement et de position pour être des pays véritablement émergents et avoir une croissance qui dépasse carrément la situation disons, de pays qui sont faiblement gouvernés. Nous sommes un pays qui est très bien, disons, droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, il a une histoire, il a, disons, toute une logique derrière lui. Il ne peut pas sacrifier tout cela parce que tel ou tel parti est contre lui. Mais de toutes les manières, je pense que ce que Mohamed VI voulait passer comme message est arrivé à ceux qui voulaient l'entendre et même ceux qui ne voulaient pas l'entendre. Et ils savent très bien que l'attitude du Maroc est celle-ci. Elle ne sera pas autre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le roi Mohamed VI a parlé de l'Allemagne, mais il a parlé de l'Espagne sans citer l'ennemi le plus grave, mais qui sont les plus fous, c'est-à-dire l'Algérie, qui sont complètement en dehors de toute logique de fonctionnement parce qu'ils nous traitent comme si si le Maroc n'existait pas, ou quand il fait une initiative, c'est toujours mal pris. Et je pense que le message d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont arrivés à toutes ces personnes-là et ils doivent tenir en compte justement de tout cela et de savoir que le Maroc ne va pas se taire. Le Maroc va aller de l'avant pour pouvoir d'abord se réaffirmer comme étant une force de cette région, mais surtout comme étant un acteur dynamique dans les changements qui vont s'opérer, que ce soit en Afrique ou au niveau du Maghreb. Et ceux qui le souhaitent, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne le souhaitent pas, ils resteront dans leur méandre. Très bien. Abdelatif Kouma, peut-être une réaction avant qu'on passe au prochain axe par rapport à ce qui vient d'être évoqué par Naïm Kamal Idriss Aissaoui. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, la voie qui est tracée par Sa Majesté, qui est la voie du Maroc, parce qu'en fait, Sa Majesté a évoqué une certaine perception qu'il y aurait un changement de cap par le Maroc. Mais pas du tout, et d'ailleurs Sa Majesté, il l'a dit, le Maroc a toujours été un pays ouvert sur le monde. Ça, c'est historiquement. D'ailleurs, cette année, on fête le 200e année de l'ouverture de la première représentation diplomatique des États-Unis, qui est à Tanger d'ailleurs. Et le Maroc est aujourd'hui le pays le plus lié par des accords de libre-échange avec plus de 55 pays. Et donc, en fait, s'il s'agit aujourd'hui de nous ouvrir sur d'autres horizons, ça fait partie de l'histoire du Maroc, ça fait partie des traditions du Maroc. Ce que devraient comprendre, en fait, ces pays auxquels fait allusion Sa Majesté, c'est que ça, c'est un droit du Maroc. Le Maroc est un pays qui est ancré dans l'histoire de par son ouverture, de par ses traditions, de par ses relations internationales. Et donc, bien sûr, on n'est pas dans la dépendance par rapport à un groupe de pays
cela, en fait, il est évoqué par les pratiques coloniales qui aujourd'hui sont dépassées. Aujourd'hui, le Maroc s'impose comme un pays libre, qui choisit librement ses partenaires, qui choisit ses alliés, bien évidemment, avec le respect, et je dirais qui ne remet en aucun cause notre relation séculaire et historique avec l'Europe. Et ça, c'est de l'histoire, ça, c'est la géographie, ça, c'est l'histoire, ça, c'est les traditions, c'est les relations humaines. Le Maroc a une communauté très forte en Europe. Et donc, ce qu'il faudrait que ces pays européens, sont les nommés, qui sont bien sûr visés, comprennent que le Maroc, aujourd'hui, demande à être respecté, demande à être considéré comme un pays qui je me permets de vous interrompre, si vous le permettez. Est-ce que vous pensez que c'est Abdelatif, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pensez que ces détracteurs pourraient voir en le Maroc un concurrent ou, par exemple, ces nouvelles alliances ou alliances historiques, comme vous le citiez à juste titre, pourraient constituer un concurrent de taille, notamment sur le continent africain, vraiment purement économique là? Oui. Oui, effectivement, il faut le dire sur deux angles. Tout d'abord, bien sûr, ça c'est une tendance. C'est une tendance qui se prolonge dans le temps. Depuis des années, le Maroc reconstruit sa position au niveau de l'Afrique qui s'impose comme une force régionale. Mais il faut dire une chose, c'est que nous sommes dans un repositionnement géostratégique, lié notamment à la crise du Covid. Parce que, bon, c'est vrai, on va le vivre après, mais il va y avoir une reconfiguration des relations économiques internationales. Les relations entre les puissances vont changer. La notion de proximité géographique sera de mise et les puissances devraient chercher des relais. Notamment le Maroc aujourd'hui est indiqué comme un relais économique stratégique pour l'Asie et pour l'Amérique. Et donc bien évidemment tout cela, ce sont des appréhensions qui peut-être feront réagir un certain nombre de forces économiques qui voudraient préserver leur position au niveau notamment de l'Afrique, au niveau du Maghreb, au niveau du Moyen-Orient. Et donc bien évidemment ce sont des évidences, ce sont des réalités géostratégiques. Le Maroc est conscient de ces changements, il est en train de construire son avenir, mais ce qu'il demande, c'est d'abord de le respecter, mais tout en respectant nos partenaires classiques. Ça, je le dis, Sa Majesté a toujours accordé une attention particulière à la relation avec l'Europe. Et bien évidemment, il ne s'agit aucunement pour le Maroc, en s'ouvrant sur d'autres alliances stratégiques, de remettre en cause sa relation historique avec l'Europe. Eh bien, je me tourne à nouveau vers Naïm Kamal. Tout à l'heure, j'ai arrêté votre élan quand vous discutiez de cette question. Et nous allons rester justement sur cette question primordiale et qui est revenue souvent dans ce discours prononcé ce soir par le souverain et par rapport à ces attaques. Et aussi cette phrase qui a retenu mon attention. Mais à toute chose, malheur est bon. Alors, qu'est-ce qui est bon justement par rapport à ces attaques qui ciblent le Maroc, toutes institutions confondues? Je crois que le roi l'a dit. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais bien juste rectifier quelque chose qui a été dit auparavant, je crois, par mon ami Idriss. Le roi a évoqué l'Algérie. Alors là, il va falloir faire un récapitulatif des événements. Dans le discours du trône, le roi Mohamed VI a renouvelé la main tendue à Alger. Il a dit qu'aucune malveillance ne pourrait venir du Maroc pour le peuple algérien. Par la suite, quand il y a eu ces dramatiques incendies qui ont ravagé la Kabylie particulièrement, le Maroc s'est proposé de lui-même à voler au soutien, pas au secours, je dirais, au soutien des soldats du feu algériens. Et il n'a rencontré, comme pour la malentendu, que des réactions hystériques, sans convenance avec ce que devrait être un voisinage. En même temps, et on a vu que le pourtour méditerranéen en entier, l'Algérie, la Tunisie, même la Libye, la désertique Libye, la Turquie, la Grèce, l'Espagne, la France, le Portugal, tout brûle. Partout, les forêts, vu la vague des chaleurs, sont incendiées. Et il y a un seul pays. Tout le monde
a combattu le feu. Tout le monde a ouvert des enquêtes pour voir et pour vérifier les conditions des déclenchements de ces feux, pour justement pouvoir prévoir à l'avenir comment les éviter ou performer les outils de protection, sauf l'Algérie qui a réuni son haut conseil d'État pour dire que les incendies de l'Algérie, la seule dans ce monde, dans le pourtour méditerranéen, et un complot de dimension internationale au sein brique des forces locales, nationales et des puissances étrangères, et en faisant allusion au Maroc, disant qu'il allait revoir tous ses rapports avec le Maroc, comme si déjà ces rapports avaient besoin d'être revus dans un sens du pire. Et donc, le roi a dit, il a dit clairement, il a finalement désespéré, en désespoir de cause, parce que finalement il n'y a pas d'oreille attentive à ce qu'il voulait et à ce qu'il attendait pour justement construire ce Maghreb souhaité. Alors il dit agripper à des positions préétablies, à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne nous souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. Bon, là il a été, donc sur ce point il a été clair. Maintenant pour revenir, si vous permettez, à votre question, bien évidemment à quelque chose de malheureux. Bon, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, si le roi a choisi pour ce discours, avec cette tonalité et cette force, l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, c'est pour justement dire que l'esprit, c'est pour dire que c'est dans l'épreuve que le Maroc se manifeste, c'est dans l'épreuve que le Maroc fait face, c'est dans l'épreuve que le Maroc se développe ou plutôt se déploie le mieux, et que les épreuves finalement ne sont pas là pour nous déranger. On nous veut du mal, mais ce mal peut, par la réaction du Maroc et des Marocains, par la cohésion entre la monarchie et le peuple, par l'histoire qui se prolonge au-delà des 12 siècles, dans les millénaires. Oui, puisque vous parlez d'histoire, il y a aussi ces partenaires historiques qui ont été évoqués. Il nous reste peu de temps et j'aimerais vraiment qu'on attaque la troisième partie de ce qui a été donc traité dans ce discours et qui est relative à ces partenaires historiques du Royaume du Maroc et notamment de l'autre côté de la Méditerranée, nommément l'Espagne et la France. Driss Issaoui, et pour citer peut-être juste une petite partie du discours. Le Maroc s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins. C'est cette même logique qui commande nos choix dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin, l'Espagne. Un commentaire peut-être sur... est-ce qu'on peut dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts entre le Maroc et l'Espagne? Driss Issaoui. Le roi l'a dit lui-même. Le Maroc et l'Espagne ont connu d'une des crises qu'il n'a jamais eues auparavant. Et il y a eu beaucoup de manipulations derrière. Et cette manière de travailler, cette manière d'examiner les relations bilatérales ont permis au Maroc de se rendre compte des difficultés qu'ils avaient à pouvoir s'expliquer. Ils se sont expliqués en haut lieu. Et le roi lui-même a suivi toutes ces discussions. Il a compris qu'il y avait de mauvaises choses et que les ennemis du Maroc étaient là. Et qu'aujourd'hui, grâce justement à cette séance d'explication directe avec les responsables espagnols, nous sommes dans une nouvelle phase. Et nous l'espérons de toutes les manières. Les relations avec l'Espagne, ça a été toujours un flux et un reflux entre les deux pays, on le sait. Mais par rapport à cette histoire, le Royaume du Maroc était touché, il était affecté par la position que prenait l'Espagne, par les manipulations que le Maroc a dû subir dans ses relations, dans son image, surtout avec les Espagnols. Mais je pense que ça a été résolu. La même chose pour la France, et il l'a dit, avec la France, c'est un pays qui a une très bonne relation avec le Maroc. La relation entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, c'est une excellente relation et c'est véritablement une garantie pour pouvoir aller au-delà de ces problèmes de conjoncture. Et je pense que dorénavant, personne n'osera venir toucher
à la stabilité de ce pays. Personne ne viendra contrecarrer la dynamique ou les dynamiques que le Maroc est en train de lancer, que ce soit en Afrique, que ce soit au Maroc ou au niveau d'autres pays. Nous avons également, il ne faut pas l'oublier, nous avons une relation extraordinaire et extrêmement intelligente avec les Israéliens qui viennent d'ouvrir leur ambassade et c'est des gens qui peuvent apporter énormément de choses, d'autant plus que nous avons quelque chose comme 1 million de citoyens israéliens qui sont d'origine marocaine. Et ils ont ici ils ont leurs racines religieuses. Voilà, juste pour rester peut-être dans le contenu des discours, et puisque nous y sommes, je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre cet extrait du discours prononcé ce soir par le souverain, où il est question de ses partenaires historiques, qui sont l'Espagne et la France, et nous reviendrons à la discussion juste après. Regardez. هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي. D'aucuns prétendent que le Maroc est ainsi assailli parce qu'il aurait changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques. Il n'en est rien. Le Maroc a effectivement changé, mais pas dans le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu'il n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins. C'est cette même logique qui commande nos choix dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin, l'Espagne. Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir. Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité. De fait, aujourd'hui, nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations à la faveur d'une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue, ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. Avec un optimisme sincère, nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, son Excellence Pedro Sánchez, afin d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Le même esprit sous-tend les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France, étayées par les solides relations d'amitié et d'estime mutuelle qui munissent à son président, son Excellence Emmanuel Macron. Abdelatif Komat, une étape inédite dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Que signifie et que symbolise ce terme d'étape inédite selon vous? En fait, c'est de la réelle politique, c'est du pragmatisme. On sait très bien que les relations entre le Maroc et l'Espagne sont des relations très fortes. Ce n'est pas, en fait, cette, je dirais, immersion nuisible qui est en fait introduite par les ennemis du Maroc qui va altérer ces relations très profondes. On savait que grâce à la clairvoyance et la vision de Sa Majesté, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il a suivi personnellement en fait le rétablissement de ces relations parce que ces relations ils sont très fortes et très ancrées. Ils ont plusieurs dimensions, une dimension politique, une dimension sécuritaire. Vous savez que sur le plan économique, depuis 2013, les échanges commerciaux entre les deux pays
pays, en fait, connaissent une croissance de plus de 10%, et à tel point que pratiquement l'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du pays. Et donc, bien évidemment, Sa Majesté, il l'a dit, il ne s'agit pas seulement, en fait, d'essayer de dépasser cette crise, mais de donner un autre élan encore plus fort à la construction de cette relation multiforme. Et donc, en fait, je dirais que c'est une confirmation, comme je disais tout à l'heure, de cette réelle politique, parce que, en fait, les relations, d'ailleurs, on l'a toujours vécu. La première visite qu'effectuent notamment des chefs de gouvernement espagnols dans un pays, je dirais, hors de l'Espagne, c'est le Maroc. Et ça dénote de cette relation très profonde. Et donc, en fait, moi, je crois qu'on est reparti justement pour donner un autre élan à cette relation entre ces deux pays. Alors, bien évidemment, il y a la France, et Sa Majesté a tenu à cet équilibre parce que nous sommes devant les deux premiers partenaires économiques de notre pays. Vous savez qu'entre l'Espagne et la France, c'est pratiquement 55 à 60% des échanges économiques du Maroc avec l'Union européenne. En termes d'existence de la communauté marocaine à l'étranger, en termes de flux d'investissement direct, en termes d'importation et d'exportation. Et donc, bien sûr, il y a également la dimension politique. On connaît très bien la position de la France qui a toujours soutenu la cause marocaine. Et donc, bien évidemment, Sa Majesté, comme j'ai dit tout à l'heure, bien qu'il y ait cette ouverture sur d'autres horizons, cette relation très profonde avec nos deux partenaires qui sont la France et l'Espagne, Sa Majesté leur accorde une attention particulière. Il œuvre lui-même pour qu'il soit préservé, pour qu'il soit encore plus développé et non pas pâti par des immersions, je dirais, nuisibles, induites par, je dirais, des structures, des institutions qui ne veulent pas du bien pour notre pays, mais également pour ces relations très profondes. Mais qui prétendrait que le modus operandi du Maroc dans le traitement de certaines questions diplomatiques serait différent. Qu'est-ce qui pourrait pousser certains pays à penser ainsi, Naïm Kamal, et aussi à ne pas accepter finalement on va peut-être revenir sur ce que l'on a déjà discuté avec vous, mais cette question du traitement des questions diplomatiques qui reste inchangée par rapport à la position du Maroc et aussi ses partenaires. On l'a suivi, c'est des partenaires bien sûr économiques, ça reste des partenaires historiques, stratégiques, politiques et diplomatiques en l'occurrence, qui sont la France et l'Espagne. Et il a rappelé aujourd'hui, le souverain, dans son discours. Donc, qu'est-ce qui, finalement, constitue une nouvelle étape dans ces relations diplomatiques ? Khadija, vous savez, j'aimerais un peu nuancer les propos et l'enthousiasme de mon ami Komat. Vous savez, au fait de la crise maroco-espagnole, on a beaucoup dit que peut-être le Maroc abusait d'une force qu'il n'aurait pas. Et on a vu que juste après le pseudo-dénouement avec le départ de Brahim Ghali, on a vu l'Espagne revenir, sans le dire, à de meilleurs sentiments, d'abord en changeant la ministre des Affaires étrangères par un autre ministre, un francophone. C'est important pour l'Espagne de mettre un francophone à la tête de la diplomatie espagnole, et qui a déclaré dès le début que son intention était de renouer le dialogue avec le Maroc. Donc c'est dire que l'action marocaine sur l'affaire Brahim Ghali a porté. Il a porté d'autant plus que aussi il a dérangé l'Algérie, malgré le départ précipité dans les conditions que l'on sait du chef séparatiste et tortionnaire poursuivi par la justice espagnole, qui s'est renié à cette occasion, qui s'est déjugé. Lui-même a estimé qu'il fallait remercier l'Espagne malgré ce qui s'est passé. Donc il n'était pas heureux de cette affaire. Là, ce que nous apprenons, et depuis, on a assisté à une sorte de silence radio sur ces relations, et que donc les eaux profondes étaient au travail. C'est ce que vient de nous révéler le souverain
à l'occasion de ce discours en nous disant que lui-même a supervisé ces discussions pour que les relations maroco-espagnoles s'établissent sur de nouvelles bases. Je cite, il a dit, vous l'avez dit Khadija, vous l'avez rappelé, le modus operandi du Maroc n'a pas changé, seulement que le Maroc, le roi le dit, a effectivement changé, mais pas dans le sens que disent ses détracteurs, et que tout simplement, il n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Alors, il s'attache donc à des relations solides, correctives et équilibrées, notamment avec les pays voisins. Nous voilà, aujourd'hui, on le savait qu'il fallait une remise, et je termine, une remise à plat de ces relations. Je crois que ça a commencé, c'est en train de se faire, et accessoirement, il a évoqué la France, parce qu'on sait que dans l'affaire Pegasus, on a vu des organes officiels de la France, publique, s'en prendre au Maroc dans une offensive rare, d'une violence rare et répétée et soutenue. Donc, on a vu, à l'occasion de la fête du trône, le président Emmanuel Macron adresser une lettre où il réitère, d'abord où il félicite le souverain pour la campagne de vaccination et sa politique de combattre la pandémie, et chemin faisant, il précise sa volonté de perpétuer, de continuer, de reprendre les relations maroco-françaises. Très bien, Naïm Kamal, un dernier tour de table avant de clore cette émission, je vous prie. Et je m'adresse... Bon, un dernier mot peut-être avant que je passe à mes autres invités pour finir cette discussion ce soir. Naïm Kamal, un dernier mot par rapport à ce discours et puis je passerai la main à Abdelatif Komat et Drissa Issaoui. Je vais résumer en 2 mots ou en 3 mots, si vous voulez. La diplomatie marocaine est passée à l'offensive et n'est plus ce qu'elle était et ne veut pas se laisser faire, mais en même temps, elle veut préserver, tout en gardant sa liberté. Et là, on revient au discours de Jeddah, on revient au discours d'Abidjan, de la coopération sud-sud. Mais il veut aussi préserver une certaine dignité, la protection de ses intérêts et du traitement d'égal à égal, tout simplement. Merci Naïm Kamal, merci beaucoup. Drissa Issaoui, peut-être un dernier mot avant de clore cette émission. Brièvement. Le seul mot qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est que je suis heureux d'avoir écouté le roi Mohamed VI parler de la réputation du Maroc avec laquelle il a parlé. Il a dit les choses que nous le sentions à l'intérieur de nous-mêmes. Et que, à côté de sa diplomatie légendaire, de sa bonhomie, etc., il a parlé en tant que chef d'État, en tant que patron, pour dire « Attention, ne touchez pas à mon pays, ne touchez pas à sa stabilité, ne touchez pas à ce qui constitue sa sacralité. » Et quand il a parlé de ça, il a parlé des institutions. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui que le Maroc est un pays, et il est présent et il est prêt à aller de l'avant si jamais on le laisse faire, et si on le touche, il est prêt à réagir. Parfait. Merci Drissa Issaoui. Professeur Komat, pour terminer. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'un pays qui a 14 siècles, un État qui a 14 siècles, suscite le respect. Et d'ailleurs, Sa Majesté, il l'a dit, en fait, la preuve, c'est que l'État marocain, avec les institutions marocaines, ont fait face à cette crise d'une manière très exemplaire. Et peut-être un peu, c'est le message qu'a voulu Sa Majesté passer en disant peut-être que d'autres pays ont connu certaines difficultés dans la relation du citoyen avec l'État. Le Marocain respecte ses institutions, respecte son État. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, en fait, la manière avec laquelle tous les Marocains, en fait, se sont entourés autour de Sa Majesté pour
pour faire face à cette crise avec une résilience, avec une mobilisation, avec en fait une confiance, je dirais, aux institutions et surtout la croyance en l'avenir. Aujourd'hui, ce que nous avons gagné de cette crise, c'est justement en fait une croyance en notre potentialité, en nos institutions. Et on demande à être respecté. Nous avons notre culture, nous avons notre histoire, nous n'avons pas à dupliquer des choses qui viennent de l'extérieur. Bien sûr, nous les respectons, nous ouvrons sur ces expériences, mais nous avons notre histoire et nous demandons à être respectés. Merci Abdelatif Komat, merci d'avoir terminé avec ces mots forts et aussi je réitère mes remerciements à Drissa Issaoui et Naïm Kamel. Je vous remercie pour ces analyses pertinentes, analyse de ce discours prononcé ce soir par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Un discours, rappelons-le, empreint de force, de franchise et surtout aussi d'audace. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.